Nicolas Vidal. Chers amis, le matinal Tocsin, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et ceux qui sont toujours là et partagez, likez, vous le savez. Les audiences sont absolument incroyables, considérables. Merci beaucoup de cette fidélité. Et moi, tous les vendredis matins, vous le savez, je me colle à la dure tâche d'animer cette matinale en remplacement de l'ami Clémence, que je continue de saluer, qu'elle profite bien de son week-end. Et ce matin, je reçois un confrère, un ami, François Bousquet. Salut François, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, très bien, merci et toi? Ben, je suis en pleine forme. Alors, je sais qu'on avait l'habitude d'avoir ces discussions autour de la politique, notamment la politique souverainiste et plutôt identitaire. Et je voulais, ce matin, je t'ai appelé pour qu'on parle effectivement de ce qui arrive à Marine Le Pen. Mais au-delà de Marine Le Pen et du RN, je voulais qu'on va avoir cette conversation. Et du moins, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais savoir ce qui pourrait se passer après, parce que j'ai quand même l'impression que le jeu est extrêmement ouvert et qu'on est dans pas un marasme, des sables mouvants politiques qui pourrait donner toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y aura une issue? Est-ce qu'un parti souverainiste pourrait ramasser l'intimbale? Est-ce que quelqu'un devenu de nulle part pourrait à un moment donné peut-être faire un effet Trump en France? On va en discuter ce matin, mais avant toute chose, on va parler quand même d'éléments. Cette semaine, alors à ce mois-ci, ils vous ont gâté chez Éléments, François, de la revue, très très bonne revue. On vous invite bien sûr à la lire, à vous y abonner si vous pouvez. Et avec notamment ce débat, Jérôme Fourquet, Pierre Vermeuren, la France au bord de l'implosion. J'ai envie de te dire que ça préfigure la discussion que nous allons avoir ce matin ensemble. Donc cet élément, et Bernard Lugan aussi, qu'on reçoit pas mal sur Tocsin. Tu nous le présentes? Lugan pour un livre vraiment exceptionnel, Histoire des Algéries au pluriel, où il montre que c'est quand même globalement une nation fantôme qui a été créée plus ou moins par la colonisation et sur la ruine de la colonisation. Lugan, à son habituel, punchy, duelliste, bretteur d'exception. Le Fourquet, Vermeuren, dévastateur. Vermeuren se lâche. Fourquet est un peu le modérateur, mais il est quand même moins remarquable, puis il connaît à fond la France périphérique, dans les détails, dans les statistiques. Ouais. Alors là, Vermeuren se lâche et il annonce en quelque sorte le coup de semonce, le coup de tonnerre, le séisme, comme on voudra. Pour moi, c'est même au-delà. Marine Le Pen de ce lundi. Et puis après, un grand dossier. Là, on est à fond. Le dossier a été dirigé par Thibault Mercier, qui préside le Cercle Droit et Liberté. Il y a Pierre Gentillet, qu'on a beaucoup vu récemment, ancien fondateur, cofondateur de la cocarde étudiante, candidat malheureux RN aux dernières législatives, mais j'espère qu'à l'avenir, ce ne sera pas le cas, qui ont fait un dossier prémonitoire qui tombe au cordeau avec l'actualité, le coup d'État des juges. Et je crois qu'il faut aller au-delà pour moi, mais on en parlera, ce sera le sujet d'après. C'est pas seulement un coup d'État des juges, pour moi, c'est un coup d'État, et je dirai pourquoi. D'accord. Oui, parce que c'est surtout ça. Comment la loi est devenue une arme contre le peuple? C'est exactement ce que je veux. On va aborder ça ce matin ensemble. En tout cas, c'est Éléments. Vous pouvez déjà vous le procurer. Franchement, ça promet Éléments. Il y a des confrères qui bossent très bien et puis on fait partie, cher François, avec toute ton équipe. Notamment de Éléments. Et puis après, tu as ce livre-là, toi. Alors, toi, tu commets des livres. Hein, tu cherches les ennuis, François Bousquet. Tu cherches les ennuis. Voilà. Alors, ce livre-là, il sera en librairie, lui, le 7 avril, donc dans 3 jours. 3 jours. C'est la première enquête, parce que le racisme anti-blanc est censé ne pas exister. Alors, c'est le bruit de fond de la société. Vraiment, quand je dis le bruit de fond, c'est. Et moi, j'ai récupéré les voix off de cette société, les victimes, 40 victimes. C'est la première fois qu'il y a des témoignages chocs, bouleversants, implacables, sur un racisme qui est devenu systémique et qui s'exerce à l'encontre des Blancs. Pour moi, c'est vraiment la double peine. Non seulement ce racisme-là n'est pas reconnu, existe, mais il n'est pas reconnu. Ce qui fait que les victimes s'enferment dans le silence, vont chez le psy pour se soigner parce qu'on leur a fracassé la tête à l'école. Donc c'est vraiment une enquête explosive. Le mur du silence est en train de se fissurer sur cette notion de racisme anti-blanc que les sciences sociales nient de manière absolument lunaire, stalinienne, à mon sens, soviétiforme. Donc j'espère que ce livre rencontrera son public, parce que c'est vraiment le bruit de fond de la société, c'est vraiment la bande-son de la société, dans les écoles, dans la rue, sur les terrains, essentiellement dans l'univers et le cadre scolaire, ou parascolaire, ou post-scolaire, donc dans des âges autour de l'adolescence, où de fait, il y a les toubabs, les gouers, les gouérons, les gouéris, mais on en parlera peut-être, Crépol étant emblématique de cette réalité criminelle à caractère raciste anti-blanche, avec un déni judiciaire. Il y a un déni médiatique, cher François, un déni médiatique sur certaines antennes, quand même. Voilà, un double déni, tu as raison, médiatique, judiciaire, institutionnel. Et on retrouve là aussi sur l'affaire Marine Le Pen, parce que c'est la même mécanique. C'est une justice à 2 vitesses, à double standard. En réalité, le premier condamné, c'est même pas Zemmour dans l'affaire Crépol. Les premiers condamnés, ce sont les contre-manifestants.
Il y a des interpellations, des perquisitions, c'est fascinant pour des gens qui dénonçaient le caractère raciste, hein, que les juges, en tout cas à l'instruction, s'acharnent à nier en dépit des preuves. Voilà. Ouais, ouais. Ça t'a pris en librairie. Merci Voilà. Nicolas. Eh bien, avec plaisir, il faut lire, bien entendu, même si on n'est pas d'accord. Et surtout, si on n'est pas d'accord, j'ai envie de dire, il faut y aller, il faut lire, il faut se plonger la tête dans les livres. Et c'est pour ça que sur Toxin aussi, on reçoit à peu près tout le monde. Je crois que je reçois de François Bousquet à Albert Lévy. Je pense qu'on ne peut pas faire plus opposé. Et c'est ça aussi, la beauté du journalisme. Je trouve que c'est ça aussi qui permet de se confronter les uns les autres et pour essayer d'avancer et d'essayer de maturer toutes ces idées-là. Ce matin, on va parler, bien entendu, de ce qui arrive à Marine Le Pen, mais ne poussez pas des cris d'air frais, cher Toxinote. On va essayer d'avoir une vision à double étage avec François Bousquet ce matin. Tu vas nous dire ce que tu as pensé du jugement et après, on va voir ce qui pourrait advenir de cette mise à l'écart ou du moins ce coup de sniper sur Marine Le Pen. Sur la partie judiciaire, François, tu voulais réagir rapidement. Disons que je la maîtrise pas. J'ai suivi ce que Pierre Gentier, je suis pas un juriste, ce que Pierre Gentier, Thibault Mercier, enfin des amis qui ont collaboré au dernier numéro d'éléments, qui ont fait ce dossier du reste sur le coup d'état des juges. Hein. On voit qu'il y a des problèmes massifs sur la récidive, qui est très problématique. Sur le trouble majeur à l'ordre démocratique, Gentil a fait des recherches. Pierre Gentil a fait des recherches. C'est un concept existant dans la science juridique. Dans la jurisprudence, ça n'existe pas. Le trouble, de toute évidence, c'est le délibéré du tribunal qui crée un trouble majeur à l'ordre démocratique. Mais là où je voudrais donc je m'attarde pas là-dessus. Simplement, on a parlé de séisme. Marine Le Pen a parlé de bombes nucléaires. C'est pas de la géologie, c'est pas une affaire militaire, c'est pas une guerre interétatique. Non, c'est un coup d'État. Pour moi, c'est un coup d'État. Un coup d'État en plusieurs étapes. D'abord, il y a un coup d'État des juges, certes, les trois magistrates, mais les trois magistrates s'appuient sur le système, ce que nous appelons en Europe le système, ce que les Américains appellent l'État profond, la caste, ce que vous savez. Bref, la minorité qui se prend pour une minorité civilisée et qui régente aujourd'hui nos institutions, qui contrôle l'ordre social. Il y a eu plusieurs coups d'État. Quand je dis coup d'État, le mot est fort, mais il y a eu des coups d'État qui sont passés inaperçus. Il y a eu des coups d'État furtifs. Pour moi, 2020 aux États-Unis, c'est un coup d'État. L'élection de Biden est un coup d'État. Elon Musk a démontré, les réseaux sociaux, Meta, donc Facebook et Twitter, ont filtré délibérément toutes les infos sur Hunter Biden qui aurait pu fragiliser son père Joe Biden. Ça s'appelle un coup d'État furtif, numérique. C'est le premier coup d'État fait par des réseaux sociaux, par un contrôle social. On a vu Georgescu en Roumanie. Qu'est-ce qui nous différencie de la Turquie aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est les bracelets électroniques pour Marine Le Pen et la prison pour l'opposant Erdogan. Donc on est vraiment confronté, quand je dis coup d'État, c'est qu'on a débranché Marine Le Pen. Alors certes, il y a quelques solutions de recours, la question de constitutionnalité, l'appel, mais ça veut dire que l'appel, même si c'est dans 12 mois, dans 16 mois, le RN a une énorme épée de Damoclès qui pèse sur lui. Donc on l'a littéralement débranché. C'est-à-dire que les juges ont le doigt aujourd'hui sur la guillotine. À tout moment, ils peuvent la guillotiner politiquement. Donc on écarte de fait la principale opposante à Macron, donnée en tête dans les sondages, après avoir si elle est susceptible de rapporter en 2017. Admettons qu'il y ait une dissolution, que le gouvernement explose, que des élections présidentielles soient précipitées, eh bien la candidate la plus populaire est de fait écartée et éliminée. Donc ça pose une question à nos institutions dites démocratiques, elles ne sont plus démocratiques. Et le grand arbitrage aujourd'hui, c'est là pour moi où c'est le sujet aussi central sur ce coup d'État, c'est la peur. Notre adversaire est un animal blessé. Du reste, il ne nous perçoit pas comme un adversaire, bel et bien comme un ennemi. Un ennemi, il faut le piétiner à mort. Saint-Augustin avait théorisé la guerre juste. On est dans des configurations de guerre juste. Les guerres justes, c'est des guerres faites au nom du bien. Et dans une guerre faite au nom du bien, vous ne pouvez pas pactiser avec l'ennemi. Il ne peut pas y avoir d'accommodement raisonnable avec l'ennemi. C'est absolument impossible. La victoire passe par l'écrasement total et définitif de l'ennemi. Des guerres justes, il y en a eu qui étaient très antérieures, pas théorisées sur le schéma de Saint-Augustin, mais c'est la guerre de Rome contre Carthage. On rase Carthage. C'est un adversaire mortel pour nous, un adversaire existentiel, donc on va le raser. Donc c'est l'état d'esprit
me semble-t-il aujourd'hui, de l'état profond ou du système, peu importe le nom qu'on lui donne, hein, et c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est l'expression, qu'est-ce que c'est que l'état profond ou le système? C'est l'expression plurivoque. Pourquoi plurivoque, hein? Parce que derrière, il y a des profs du supérieur, parce que derrière, il y a des magistrats, parce que derrière, il y a des politiques, des aristocrates, comme disait Philippe Muret, des magistrats. Donc c'est l'expression plurivoque, hein, d'une pensée univoque. La pensée, c'est la pensée unique, hein. Ce qui fait que hier, avant-hier, sur les plateaux, toute la semaine en réalité, sur les plateaux de télévision, en tout cas des médias centraux et du service public, hein, on a vu des mines réjouies. Les gens avaient des mines réjouies et accuser le RN de ne pas respecter la justice, hein. Et pourquoi respecterions-nous une telle justice, hein? Alors, quelques rappels historiques, mais nos auditeurs et spectateurs les connaissent, hein. Ce sont des gens qui ont fait le mur des cons. Sur le mur des cons, il y a des murs de victimes, hein. Sur le mur des cons, pardon, il y avait des victimes. Il y avait le père, le général Schmitt, hein, qui est pour le syndicat de la magistrature, qui est un con. On a rappelé récemment que le syndicat de la magistrature, un tiers des magistrats, avait publié un communiqué de presse lors des législatives pour appeler un barrage au Rassemblement national, hein. Je reviens sur ces questions du racisme anti-blanc, l'affaire Crépol, pour montrer cette espèce de hiatus dans la justice, hein. À Crépol, il y a 9 témoins sur 104. 9 témoins, c'est pas rien. Les plus proches de la victime, peut-on supposer, qui disent qu'il y a un caractère raciste, hein. Un caractère raciste, c'est-à-dire qu'une circonstance aggravante. Le racisme est un délit. Donc la peine serait beaucoup plus lourde pour les coupables, hein. On entend clairement sur des vidéos, putain de guerre, hein. Attention, attention, on plante, hein. Donc le caractère raciste est attesté. Or, l'instruction ne veut pas le mettre dans le dossier d'accusation. Donc on voit le traitement partial, hein, idéologique, hein, que fait la justice, hein. Donc nous avons un problème énorme avec la justice, hein. Ce n'est pas le chapitre du jour, hein, mais dans le dossier qu'à Éléments nous lui consacrons, Thibault Mercier avance quand même plusieurs pistes, hein. Il faut revoir le système de nomination des juges, hein, dit-il. Il faut évidemment assurer la primauté du droit français sur le droit européen. Il y a une souveraineté juridique française, hein. Mais également, il faut revenir sur ce que le délit de forfaiture, aboli par Robert Badinter, hein, qui empêche aujourd'hui de punir un juge, hein, qui n'applique pas la loi. Le juge n'applique pas la loi. Le caractère raciste du meurtre de Thomas est avéré par une vidéo qui n'a pas été truquée et 9 témoins. Donc, il faudrait rétablir le délit de forfaiture pour les juges, hein. Mais nous avons un énorme problème avec la justice. Elle a pris le pouvoir. L'état de droit a pris le pouvoir. C'est tout le grand débat, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la société est aussi polarisée entre deux camps. Peut-être que le RN n'a pas voulu voir, hein, mais on va en parler. Je pense on va en parler. Et je pense qu'à sa charge, néanmoins, il fallait un tout petit peu quand même se normaliser. Venant d'où il venait, il était nécessaire de passer par cette étape. Et la politique, c'est un art qui se nourrit du pragmatisme. Donc peut-être qu'il faudrait revenir sur cette politique de normalisation. Et c'est l'erreur du jugement du RN, hein. La société se polarise. La société se clive de plus en plus, hein. On arrive à avoir deux camps en face, hein. Les anywhere et les somewhere, si vous voulez. Parce que, cher François, on va continuer à en parler. Merci d'être là ce matin. On parlait d'éléments, notamment, c'est intéressant. Là-dessus, je voudrais pour le débat, pour nos toxinotes, nos téléspectateurs, là, ce matin, il ne va pas être la question de savoir, d'aller sur le fond du dossier. La question est de savoir, à un moment donné, le jugement sur cette exécution provisoire qui écarte mécaniquement Marine Le Pen de la présidentielle. C'est ça qui nous intéresse ce matin. On ne va pas ergoter sur le détournement de fonds dans l'affaire des parlementaires européens. Le but, c'est à un moment donné, est-ce que là, il y a eu véritablement une volonté d'écarter Marine Le Pen, qui est estimée à entre 34 et 37%. En plus, le sondage est sorti 2 ou 3 jours avant le délibéré. Ça, c'est cette question est fondamentale parce qu'on se pose la question, et tu l'as très justement dit, on peut discuter de Donald Trump, notamment qui a eu affaire à la justice juste avant l'élection, rappelle-toi, hein, il était encore entendu très récemment. Il y a eu Caroline Georgescu, je pense que tout le monde le sait sur Talk 5, Caroline Georgescu qui a été littéralement écarté par la Cour suprême de la présidentielle alors qu'il était largement premier dans les sondages. Et là, maintenant, Marine Le Pen, qu'on soit d'accord ou pas avec Marine Le Pen, peu importe, mais il faut se poser la question, est-ce que la souveraineté du peuple est définitivement condamnée à ne plus s'exprimer? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Ah oui, mais c'est
Mais cette question-là, elle traverse les démocraties dites constitutionnelles, les démocraties libérales. Un petit rappel historique. Hein. La démocratie moderne est née aux États-Unis en 1776 et en France en 1789. Hein. Et qu'est-ce qu'ont fait les constituants outre-Atlantique et ici? Ils ont tout fait pour bâillonner et museler le peuple. Les libéraux, la hantise des libéraux, vraiment la hantise majeure des libéraux, c'est la hantise de la tyrannie majoritaire. Hein. Donc il y a une hantise du peuple. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché la démocratie directe, hein, qui était le modèle que défendait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Hein. La démocratie directe, c'est que je me représente moi-même. Je ne suis pas représenté par un mandant. Le mandant, c'est le député. Or, les constituants ont choisi la représentation contre la démocratie directe. Hein. Aujourd'hui, elle est impossible, hein, la démocratie directe, hein, parce que c'est trop grand, machin. Mais néanmoins, on a quand même le référendum. Hein. Eh bien, le Conseil constitutionnel ne veut pas faire de référendum sur les enjeux régaliens, dont l'enjeu migratoire. Alors, je rappelle ce que disait De Gaulle, hein, c'est le peuple. La Cour suprême en France, c'est le peuple. Hein. Et fondamentalement, en démocratie, plus généralement, la Cour suprême, c'est le peuple. Hein. Or, aujourd'hui, le peuple a été bâillonné, a été muselé par tout un ensemble de dispositifs juridictionnels, pas seulement parlementaires, pas seulement la démocratie représentative, mais en France, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme sont là aujourd'hui pour dire le peuple, très bien, mais jusqu'à un certain point. 2005, on débranche. Aujourd'hui, on débranche Marine. Hein. Donc, du TCE à aujourd'hui, il y a une continuité, il y a une cohérence idéologique. Donc, vraiment, le droit a pris le pouvoir. Et la nature politique, la nature a horreur du vide. Hein. Les politiques ont conféré aux juristes, hein, conféré aux magistrats ce pouvoir, hein, qui les désarme et qui nous désarme. Hein. Donc aujourd'hui, oui, la volonté populaire, même au nom de la justice est rendue, paraît-il, au nom du peuple français. Or, en justice, il y a un seul jury qui compte. Il y a un seul jury. Ce n'est pas le jury des magistrats, c'est le jury populaire. Or, le jury populaire n'a plus voix au chapitre. Hein, sur les questions migratoires, les questions régaliennes, hein, et tout est subordonné en dernière analyse à l'avis d'un juge. Donc oui, il y a un énorme problème aujourd'hui, et on retombe sur le clivage qui est chimiquement pur, hein, entre des libéraux progressistes, hein, les libéraux libertaires, d'un côté, et de l'autre, les patriotes, les souverainistes, les identitaires, qui sont attachés précisément à la souveraineté populaire, et qu'on est en train de cornériser. Autre cas, en Italie, Salvini. Alors certes, il n'est que vice-premier ministre, ce n'est pas Meloni, ce n'est pas le chef du gouvernement, mais lui aussi a un procès, parce qu'on va pouvoir le débrancher. Donc oui, les juges ont pris le pouvoir. Hein. Là, ce que Christopher Lasch appelait la politique de la minorité civilisée. Une élite, hors sol, hein, cosmopolite, tout ce que vous voudrez. Quoi. Mais... D'ailleurs, c'est ce livre-là, je l'ai sur le bureau, vous voyez, c'est ça, La révolte des élites, notamment, est très intéressant. Trahison de la démocratie, si vous n'hésitez pas, c'est en plus préfacé par l'excellentissime Jean-Claude. Voilà. Et ben là, je montre comment ça s'est passé aux États-Unis. Il y a une minorité civilisée, enfin les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux de gauche là-bas, aux États-Unis, bah, qui, en général, des patriciens. En général, de la très grande bourgeoisie, et puis une très grande bourgeoisie historique. Hein, c'est-à-dire que c'est les premiers colons hein, qui ont constitué des fortunes colossales. Hein. Ils considèrent que le peuple est par définition retardataire. Hein. Et par définition obscurantiste, hein, que le peuple est dangereux. C'est classe populaire, classe dangereuse. Et profondément débile, François, et profondément débile. Profondément débile. Parce qu'il y a un procès, vous avez raison, il y a un procès en infériorisation intellectuelle. Ben oui. L'électeur de Trump comme l'électeur de Marine hein, est supposé être un garçon sous-éduqué, peu éduqué, qui a un faible niveau d'études. Hein. Donc, ce clivage se retrouve partout. Et c'est matérialisé en Hongrie sous la forme de ce qu'on a appelé l'opposition entre les libéraux et les illibéraux. Alors, je sais que c'est des mots qui ont du mal à passer dans le langage public, hein, ce qui est dommage, hein, parce que Orban assume hein, cette question de l'illibéralisme. Lui, Orban dit la chose suivante, comme beaucoup d'identitaires, de patriotes, de souverainistes. Hein. Le plus important aujourd'hui, c'est le nous, c'est pas le je. C'est les droits du peuple hein, à s'autogouverner, à s'autodéterminer, à maîtriser son destin, et non pas les droits de l'individu. Qui se superposent en quelque sorte hein, au droit à la souveraineté populaire. Hein. C'est pas la souveraineté individuelle. Aujourd'hui, les droits de l'homme, le pouvoir des juges, l'avènement d'une société régie par des prérogatives juridiques, hein, bah, c'est d'abord l'avènement d'individus et de l'individu seul. Hein. Raison pour laquelle on peut devenir français à tout moment, peu importe. Parce que l'important, ce sont les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, pardon. Des droits de l'homme, ouais. Parce que c'est la dignité individuelle qui prévaut sur la permanence collective. Hein. Donc on retombe sur ce clivage entre les anywhere, ils sont nulle part, donc ça ne les dérange pas après tout
de s'aborder la Oui, nation. François, ils ont les moyens. Ils ont les moyens financiers, ils ont les réseaux aussi pour être un peu partout et bouger comme ça en permanence et se sentir nulle part chez eux, si ce n'est dans les grandes capitales métropolitaines, ubérisées et Non, mais colorisées, quoi. je le sais bien, alors c'est là où Trump a été. Alors en tout cas, il y a deux Trump, hein. Il y a le Trump Ouais, 1 2016 qui arrive au pouvoir ouais. tout nu. Il est tout nu en 2016, vraiment tout nu. Mm, mm, Il n'a pas d'intellectuel organique derrière lui. Il a mm, très peu de radio, très peu de think tank. Il en a, mais très très peu. Il est mal mm, entouré. En mm. 2024, il arrive vraiment habillé, Ouais. structuré, avec une colonne vertébrale idéologique, hein, pour s'inscrire dans la durée et essayer de renverser le rapport de force. Mais de fait, nous en Europe, et en particulier en France, nous avons perdu ce rapport de force. Hein. La gauche, Mm, hein, le gauchisme culturel, disons, donc métropolitain, mm, citadin, mm, bobo, gentrifié, quoi, a une mm, rente de monopole, hein, sur mm, l'ensemble de nos institutions. Je mm, dis bien sur l'ensemble de nos institutions. Il est mm. minoritaire dans le pays, mais les outils de la démocratie représentative, avec tous les garde-fous, conseil constitutionnel, hein, Ouais. représentation à la place de la démocratie directe, etc., font que cette minorité légale, hein, Mm, dirige et contrôle le pays. mm, Mais il faut qu'on la renverse. Hein. Et pour la renverser, il faut qu'on produise une révolution culturelle, que mm. Gramsci a fait une révolution culturelle. Ouais. Sans cela, on fera ce que Trump a fait en 2016, un tour de manège et après tu dégages. Hein. Même si, bien sûr, on avait censuré les réseaux sociaux sur Hunter Biden. Or, Mm. le RN n'a pas retenu les leçons. Ben Euh, oui, je voulais qu'on aborde cette question aujourd'hui, là, maintenant, pour ouais, la fin de l'entretien. C'est pour ça, est-ce que le RN, tu l'as dit, c'est intéressant, est-ce que, alors il nous reste pas immensément de temps, mais je sais que quand nous avons une discussion comme ça tous les deux, ça peut prendre un certain temps, mais concrètement, est-ce que le RN, tu l'as dit, n'a pas fait ce travail-là? Est-ce que le RN s'est trop mainstreamisé? Tu as dit, toi, qu'il fallait le faire. À un moment donné, c'était une stratégie qu'il ouais, fallait faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si Marine Le Pen, j'ai quand même l'impression, François, tu vas me le dire, mais que le RN, c'est Marine Le Pen. Il y a une forme d'incarnation, une fonction tridémicienne, c'est Marine Le Pen. Est-ce que face à ce risque incroyable, du moins, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027, Jordan Bardella ne convainc pas tous les électeurs du RN et qu'il y ait une forme de Trumpisation c'est ou possible. d'une partie de l'électorat qui va faire cavalier seul et qui va véritablement aller dans les bras de quelqu'un qui va émerger comme ça en quelques mois, hein, aussi. Tout est possible, hein. Tu l'as dit, Ouais, là tout d'un coup, ça se réouvre, hein. Enfin ça se ouais, ferme, l'horizon se referme pour ouais. le RN. Hein. Mm. Néanmoins, le RN, comme deux ou trois précisions, mais très rapides. Hein. Moi, je Ouais, pense que la stratégie de la cravate s'imposer. ouais, La politique, c'est l'art du possible. Hein. ouais, La mm, politique, c'est l'art du pragmatisme. Hein. ouais, Donc il y a des stratégies qu'on peut réorienter. C'était très bien. On a montré qu'on était crédible. Hein. Voilà, ils ont montré mm, qu'ils sont crédibles. Hein. ouais, Et mm, maintenant, la voie de la chiracisation, peu importe, de la mm, normalisation, disons plutôt, mm, c'est la normalisation a fait son temps. mm, Euh, Là, la situation, je le répète, hein, se décante. Ce mm, sont des adversaires. Notre adversaire nous perçoit comme son ennemi. mm, Et entre lui et nous, c'est une guerre à mort. Hein. La ouais, preuve, c'est branche Marine Le Pen. Hein. Donc mm, le RN va devoir changer son fusil d'épaule. Hein. mm, Sauf à s'exposer peut-être, hein, à être attaqué sur ses flancs par un candidat plus virulent, plus mm, punchy, plus populiste. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. mm. Euh, je rappelle, hein, nous avions fait dans Éléments quelques petits rappels quand même pour savoir comment les choses Ouais, se passent. En général, la démocratie a tendance, hein, historiquement, ça a été théorisé depuis 2500 ans, à dégénérer en oclocratie, c'est-à-dire en mm, pouvoir de la foule, hein, comme la monarchie dégénère en tyrannie, comme mm, l'aristocratie dégénère en oligarchie. mm, Donc, peut-être que le pouvoir de la foule, hein, nous sommes arrivés à l'âge du pouvoir de la foule. Hein. C'est ce que nous dit Trump. Hein. mm. Simplement, Trump, hein, n'oublions jamais que Trump, hein, c'est un Américain. Les Ouais, Américains aiment le spectacle. Trump est un entrepreneur de spectacle. Hein. La mm, tradition populiste française est d'une autre nature. Hein. L'autre mm, tradition populiste française, elle est plus faubourienne, hein. Elle est plus plébéienne. Hein. mm, C'est les sans-culottes. Hein. Nous sommes le pays des sans-culottes. Hein. Et mm, qu'incarne le marinisme municipal. Hein. Cela étant mm, dit, il se réforme. Hein. Alors, quid de l'avenir au jour d'aujourd'hui, le RN a plié le match. Hein. mm, Le RN est too big to fail, mm. n'a plus de rivaux susceptibles, hein, Ouais, de l'empêcher électoralement parlant.
qu'il s'agisse des souverainistes, de Zemmour, ou même des candidats libéraux conservateurs, je pense à Bellamy ou autres, le match a été plié. Le RN joue en Ligue des Champions désormais. Les autres sont en fédéral. J'y peux rien. Le juge de paix, c'est l'élection. Voilà, le juge de paix a tranché, quoi. Mais ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Que se passera-t-il demain, en effet, si Marine Le Pen est débranchée, donc s'il y a vraiment un coup d'État qui arrive à son terme? Moi, comme vous, Jordan Bardella est donné à égalité avec Marine Le Pen quasiment dans les sondages. Mais j'en doute, parce que les gens dans la France périphérique ne votent pas RN, ils votent Marine. Parce que Marine a su créer autour d'elle une sorte d'aura, c'est la Madone, périphérique. Et moi-même, à une époque, comme journaliste, je disais c'est des rois thaumaturges quand elle fait campagne. Les rois, autrefois, ils touchaient les miséreux, les écrouelles, les goitres, et les guérissaient. Voilà, les pouvoirs guérissaient. Donc c'est fascinant de l'avoir traversé une foire agricole, une rue, un marché. Vraiment, il y a autour d'elle, il y a quelque chose qui ne se produit avec aucun autre homme politique. Je ne crois pas que Bardella soit en mesure de pouvoir apporter cette valeur ajoutée de Marine. Donc, écartons Marine et Bardella, mais enfin, je le redis, il est là, le RN est le pouvoir. Que peut-il se passer? Quels sont les scénarios possibles? Alors moi, de toute évidence, Cyril Hanouna avait caressé l'idée. Je pense pas à Benjamin Morel. Moi, j'avais fait des papiers dans Éléments là-dessus. Quand il sort le bouquin avec Benjamin Barbier, ce que les Français m'ont dit. C'est un livre, vraiment, il faut le dire, c'est un livre de candidat à l'élection présidentielle. Il est déjà arrivé à TPMP de dire que ça lui avait caressé l'idée. C'est vieux de 3 à 4 ans. L'élection présidentielle. Rappelez-vous, en 2020-2021, Michel Onfray, plutôt souverainiste, lui sur une ligne souverainiste, Jean-Marie Bigard, sur une ligne, alors là, populisto-poujadiste, si on peut dire, avaient été testés. Ils ont été testés, parce que les deux ont dit qu'ils allaient y aller, et ils n'y ont pas été. Parce que c'est une chose de faire 9% dans les sondages, ce qu'avait fait Onfray, me semble-t-il, et Jean-Marie Bigard. 9 ou 11%, peu importe pour Bigard. Et ils n'y ont pas été. Est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse d'un Coluche, l'hypothèse virale, contagieuse d'un Coluche? Ça voudrait dire simplement, ça voudrait dire que nous rentrons dans ce que j'appelle une clownocrature. C'est-à-dire que on rentrerait dans l'âge du clown. Or, l'âge du clown a été ouvert en Europe par BP Grillo, qui n'est pas accédé au pouvoir, certes, mais qui a constitué Salvini une majorité. Di Maio venait de 5 étoiles, venait du mouvement de BP Grillo. Pour avoir interviewé BP Grillo en Italie, je suis assez d'accord avec toi. Pour l'avoir fait de face en interview, oui. Voilà. Un clown, à nos yeux, insupportable. C'est Volodymyr Zelensky. Zelensky est un ski. Oui. Je suis le premier à le regretter, mais il vient de ce monde-là. Il y avait Duterte, il y avait d'autres chefs d'État qui se sont imposés à partir de, comment dirais-je, de ces codes qui sont des codes du spectacle. Alors, il est possible, est-ce qu'un Ruffin peut apparaître? Moi, si je m'en tiens aux déclarations de Ruffin aujourd'hui, je dis non tout de suite, parce qu'il apporte. En réalité, moi, ma formule, pourquoi le marinisme marche, c'est parce que c'est Zemmour plus Mélenchon. Marine Le Pen, c'est Zemmour plus Mélenchon. C'est pour ça que ça marche. Mais Zemmour sans Mélenchon et Mélenchon sans Zemmour, ça ne marche pas. Et Ruffin est en train de nous faire, en plus mauvais, du Mélenchon. C'est-à-dire que, allez, machin, bon, d'accord, ça va. Mais je ne suis pas sûr que dans les France périphériques, ça marche. Donc, assez décevant, effectivement, assez décevant le discours de François Ruffin il y a 2 jours là. Assez décevant, parce que son bouquin sur la baie de Somme, enfin il reprend la bataille de la Somme, c'est vraiment bien. Il montrait qu'il avait 2 campagnes dans la Somme, dans la campagne dans les quartiers nord de Amiens, où il s'adressait à l'immigration, et des campagnes dans la France, dans la Somme pavillonnaire, pardon, où il parlait comme Marine, et les gens attendaient Marine. Donc, alors je sais bien que on vit dans la société de l'accélération, de la vitesse et de l'oubli, donc que l'un chasse l'autre dans un carrousel qui n'en finit pas. Est-ce que c'est la fin du marinisme? Moi, entre nous, j'en suis pas sûr, même si j'ai conscience des erreurs qu'a pu commettre le RN. Je crois pas que le césarisme soit une erreur. Ça, c'est au cœur du populisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière Trump? C'est J.D. Vance. J.D. Vance, il est impopulaire. J'y peux rien, il est impopulaire. Pourquoi? Parce que c'est un intellectuel. Mais quand même, c'est la différence entre Trump et Marine. Son vice-président est un intellectuel. J.D. Vance, c'est un intellectuel. C'est un type qui a du fond.
qui est entouré par une galaxie d'économistes, d'historiens, Ouais. de philosophes. Hein. Et puis lui-même a une épaisseur, François. Enfin, j'ai encore le livre là, j'avais pas préparé parce que j'ai pas celui-ci, par exemple, J.D. Vance, une famille américaine. Il est Ouais, ouais. extrêmement intéressant. Je vous invite à lire. Alors d'abord, lisez le livre de François Bousquet, on en reparlera en fin d'émission. Mais voilà. Mais Ouais. c'est quelqu'un qui, je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un qui a Voilà, une épaisseur, il y a une qui a une connaissance, qui a quelque chose derrière voilà. lui. Et Hein. là, il y a un vrai tandem. Hein. Il y a un Ouais. vrai tandem qui s'est noué. Mm. Et Mm. cela étant dit, ça ne remet pas en cause hein, le principe d'une personnalisation outrancière du pouvoir. Les sociétés de l'image qui sont les nôtres hein, Mm. accélèrent, accroissent ce besoin de personnalisation. Donc il y a Trump qui prend toute la lumière. Hein. Marine prend toute la lumière. Donc je ne crois pas que on puisse lui reprocher. Ce qu'on peut lui reprocher, en revanche, hein, c'est de se préparer au pouvoir depuis très peu de temps. C'est de se préparer au pouvoir depuis 6 mois, 1 an. Parce que tout d'un coup, les sondages la placent Ouais. en possibilité d'avoir une majorité législative, ce qui était inconcevable il y a 2 à 3 Ouais. ans. On Ouais. n'imaginait pas qu'on aurait pu, sans Front républicain, le RN avait une majorité relative, sinon absolue, aujourd'hui à la Chambre. Hein. Donc c'est la préparation qui est problématique. Hein. Ensuite, premier point. Deuxième point, c'est la stratégie. C'est que oui, connaissant bien ce parti, oui, il y avait des casseroles, oui, il fallait d'une normalisation. Elle est faite. Hein. Elle n'a pas été opérationnelle, hein, puisqu'il y a eu un front républicain. Donc, un des objectifs de cette normalisation, c'était précisément d'être accepté par le système. Hein, Ouais. et d'avoir un diable à sa droite et à sa gauche. À sa droite, c'est Éric Zemmour, et à sa gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah ben non, le diable, c'est toi, Marine, c'est pas les Ouais. autres. Hein. Donc ça a échoué. Donc il est temps, peut-être, hein, de prendre la mesure de la polarisation extrême hein, du champ politique en France, en Europe, aux États-Unis, et d'employer des outils qui permettent de répondre à cette polarisation, c'est-à-dire être plus offensif, hein, avoir un discours beaucoup plus musclé, quoi, et quitte, tant qu'à faire, on peut parler du tribunal. Hein. Bon, j'ai dans une autre vie travaillé avec Jacques Vergès, hein, qui vient de l'autre bord, Jacques Vergès, mais c'était un nationaliste, hein, réunionnais puis algérien. Mais il adorait des gens comme, je vais pas dire comme nous, quoi, il adorait Élément. Et Vergès, c'est le théoricien, il y avait 2 plaidoiries, disait-il, hein, de connivence, hein, ce qu'a fait le RN. Hein. Ne lui en déplaise, le RN a contesté sur le procès des assistants, a contesté le fait que ce soit un délit, mais il a collaboré avec le tribunal. Hein. Eh bien, la polarisation, nous dirait Vergès, s'il était encore des nôtres, hein, eh bien, c'est de prendre le risque du ce qu'il appelait le procès de rupture. Le RN aujourd'hui, sauf hein, à nourrir dans son flanc et dans ses marges, hein, quelqu'un qui potentiellement hein, pourra émerger fort. Hanouna a 6 millions d'abonnés sur Twitter. Là, c'est un mastodonte, hein, 6 millions d'abonnés, c'est colossal. Hein. C'est pas Musk ou Trump, mais c'est 6 millions. À l'échelle de la France, c'est colossal. Hein. Oui. L'idée lui traverse l'esprit, puisqu'il l'a dit, il en a même tiré un livre. Hein. Donc, sauf à nourrir dans son flanc des candidatures B, disons des candidatures alternatives, hein, eh bien le RN est condamné par le Front républicain, est condamné par la condamnation de Marine Le Pen à la radicalisation. Le RN est condamné à comprendre hein, que ce qu'on appelait autrefois le cordon sanitaire hein, est de plus en plus étanche. Hein, et la preuve, c'est que le cordon est devenu judiciaire. Hein. Et ce cordon judiciaire, ils vont aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas 3 magistrats hein, qui ont pris cette décision-là. C'est tout le pays légal. Hein. C'est tout l'État. C'est tout le système qui a pris la décision de débrancher Marine Le Pen. Hein. Donc, de 2 choses l'une. Hein. Ou le RN collabore hein, et il sera dévoré parce que ils iront jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison puisqu'ils iront jusqu'au moment où ils rencontrent une limite. Ils ne rencontrent pas de limite. Hein. Ou bien le RN hein, rentre dans une stratégie de rupture, comme dirait Jacques Vergès, hein, et fait du Trumpisme. Hein. Vous savez, aujourd'hui, Driss Ghali, présenté comme le Zemmour marocain, qui est un type remarquable hein, sur les enjeux souverainistes et identitaires, les deux, hein, l'un avec l'autre, hein, et jamais l'un sans l'autre, hein, disait que oui, l'erreur du RN, c'est de ne pas s'être Trumpisé et de Marine. Dans le contexte français, hein, je le redis, nous ne sommes pas Trump, c'est le fils de Barnum. Le plus grand entrepreneur de spectacle au monde, c'est Barnum, hein, bien avant Walt Disney. Et Trump procède de ce monde à la Barnum, à l'américaine, Las Vegas, quoi, voilà. Enfin, nous, on n'a pas Las Vegas, donc on fait autre chose. Hein. Pour autant, autre chose, on peut cliver beaucoup plus, hein, être beaucoup plus dur, durcir le discours politique, hein,
Le RN est à la croisée des chemins. Moi, si je m'en Oui. tiens, pas à la conférence de presse, on n'était pas une, hein, mais c'était ce que Marine Le Pen a dit en début de semaine. Ça devait être mardi, je crois, ou le lundi ou mardi, peu importe. Hein. Non, c'était peu importe, on s'en fout. Hein. Ouais. Elle a tenu un discours beaucoup plus offensif qu'elle ne tient habituellement. Donc c'est moi, les planètes hein, populistes hein, prédisposent Ouais. tous les pays européens à adopter une posture de plus en plus radicale, de plus en plus polarisée, de plus en plus clivante. Hein. Donc c'est Ouais, faute de quoi quelqu'un émergera. Genre, la nature hors du vide. Hein. Ben, c'est pour ça que c'était extrêmement intéressant de t'avoir ce matin, François, parce que je pense que tu as donné une analyse extrêmement intéressante, une nouvelle fois qu'on soit d'accord ou pas. Je pense que cette idée, à un moment donné, d'avoir un discours plus musclé pour garder son cap et surtout son électorat, et puis arriver au pouvoir un jour ou l'autre, et ne pas trahir le peuple français, aussi accessoirement, mais je pense que c'est ce qui va attendre, à mon avis, le RN, et tu l'as dit aussi, d'autres partis au sein de l'Union européenne, parce qu'on voit que Donald Trump a bien compris ce qu'il en était et a mis le paquet, notamment sur ce rythme-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les présidents, pour la deuxième fois, président des États-Unis d'Amérique. Merci, mon cher François. On rappelle, chers amis, et Jérôme Fourquet, Pierre Vermerin, ça va être formidable. Je vais me jeter dessus dès la fin de la matinale. Bernard Lugan, vous le connaissez bien sur Toxin. Et surtout le coup d'état des juges, comment la loi est devenue une arme contre le peuple. Très intéressant dossier d'éléments, bien sûr, à lire dès aujourd'hui. Et puis pour l'actualité, ton actualité, cher François, c'est le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, François Bousquet, nouvelle librairie édition. Je vous invite là-dessus. Ça va sortir le 7 avril, hein, c'est ça. Hein, ça sera dans quelques jours, hein, la semaine prochaine. Lundi, on est vendredi, ça sera lundi, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Merci beaucoup, Jean-François. Et je pense que surtout que tu vas revenir pour parler de cette enquête qui, à mon sens, va être extrêmement piquante. Je n'en doute pas un seul instant, mais à mon avis, fait de façon très intelligente et pertinente, comme d'habitude. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de plaisir à te recevoir sur Toxin. Cher François, je te remercie d'être venu ce matin, rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments, et à la manœuvre à la nouvelle librairie édition. Merci beaucoup, cher François. Une excellente journée, un excellent vendredi et un excellent week-end. Voilà. Merci. La matinale Toxin. Salut. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.